Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. J'ai toujours perçu Vénus comme l'équivalent romain d'Aphrodite, mais en beaucoup moins stylé. On connaît nombre d'histoires sur Aphrodite, le symbole de beauté grecque, le tempérament jaloux, la querelle des déesses qui a mené à la guerre de Troie, mais on sait finalement peu de choses sur Vénus, que j'ai toujours un peu vue comme la grande sœur relou d'Aphrodite. Pourtant, quand on y réfléchit, on la croise finalement beaucoup. La Vénus de Botticelli, la Vénus de Milo au musée du Louvre, la Vénus d'Urbain de Titien. Vénus, c'est aussi l'une des planètes du système solaire. C'est dans les poèmes l'étoile du matin, l'étoile du soir, l'étoile du berger. C'est d'ailleurs également un jour de la semaine puisque vendredi vient de Vénus. Sans parler des Vénus préhistoriques, comme devenu un mot pour nommer des figures féminines nues qu'on trouve en archéologie. Enfin bref, quand on y réfléchit, Vénus n'est pas si absente. Pour creuser un peu le mystère de cette déesse, j'ai invité Florie Debouchot. Florie a consacré sa thèse à la déesse Vénus. Dans le cadre d'un doctorat en histoire de l'art médiéval à l'université de Paris-Nanterre, elle a plus précisément étudié les réceptions de la déesse Vénus dans l'Antiquité tardive. Chercheuse associée au laboratoire Archéologie et Sciences de l'Antiquité, elle enseigne l'histoire de l'art médiéval et l'archéologie chrétienne à l'université de Bordeaux-Montaigne et à l'école du Louvre, tout en gérant le programme Égalité des chances à l'école du Louvre. Ensemble, on a parlé de Vénus. On a parlé de naître dans l'écume, d'être la patronne de Rome et des Romains, et de tromper le dieu forgeron avec celui de la guerre. Mais aussi de Jules César, de Botticelli, de représenter la nudité féminine au temps du christianisme, et d'une histoire de nonnes possédée par le démon de Vénus. On a surtout parlé d'une déesse primordiale, d'une force universelle et d'une puissance féminine perdue. Pour tout ça, et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Florie Debouchot, au sujet de Vénus. Bonjour Florie, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast La nymphe et la sorcière. Bonjour Servane, merci de m'avoir invitée. On est là pour parler aujourd'hui de Vénus. Avant tout, moi j'avais une première question. Je trouve que quand on s'intéresse à Vénus, on a du mal à la différencier d'Aphrodite. Pour moi, Vénus, c'est comme Aphrodite, mais en version romaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi est-ce que Vénus est différente d'Aphrodite, ou est-ce que ce sont les deux mêmes personnes, simplement l'une grecque et l'une romaine? Ce sont les mêmes personnes, et en même temps, elles sont différentes. L'Aphrodite des Grecs, elle a un champ d'action qu'on peut retrouver un peu chez la Vénus romaine, mais les Romains vont y amener une coloration spécifiquement romaine, en particulier un caractère martial. C'est une ancêtre de Rome, c'est une mère de tous les Romains, divinité tutélaire de Rome, de la romanité même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est créé dans le monde romain. Quand je me demandais ce que je savais sur Vénus, j'ai réalisé que finalement peu de choses, à part cette image de la naissance de Vénus assez frappante dans l'histoire de l'art. Donc est-ce qu'on pourrait un peu revenir sur cette naissance de la déesse selon les mythes? Alors, la naissance marine est une des versions de la naissance. En réalité, il y en a deux, mais c'est la version la plus utilisée, celle qui est véhiculée notamment par Hésiode dans la Théogonie. Donc pour le coup, c'est une version grecque, et qui se comprend en grec puisque le nom Aphrodite vient d'Aphros, qui veut dire écume, et qui est donc lié à cette naissance miraculeuse où Aphrodite naît de l'écume qui se forme autour des parties génitales d'Ouranos, qui ont été tranchées par Cronos, et donc elle n'est pas engendrée, elle apparaît comme ça, elle n'a pas de mère. Qui sont ces deux personnes, Ouranos et Cronos? Ouranos, c'est le ciel, qui a rencontré Gaïa la terre, et à la génération suivante, ils ont engendré les titans, dont est Cronos, qui est le temps, qui va se révolter contre son père et lui trancher les parties génitales. Au moment où ces parties génitales tranchées touchent la mer, Aphrodite apparaît de l'écume, de l'Aphros, qui s'est formée là, au moment de la chute. De ce débris d'un corps immortel jaillit une blanche écume, d'où naquit une jeune fille qui fut d'abord portée vers la divine Cythère, et de là parvint jusqu'à Chypre, entourée de flots. Bientôt, déesse ravissante de beauté, elle s'élança sur la rive, et le gazon fleurit sous ses pieds délicats. Accompagnée de l'amour et du beau désir, le même jour de sa naissance, elle se rendit à la céleste assemblée. Dès l'origine, jouissant des honneurs divins, elle obtint du sort l'emploi de présider, parmi les hommes et les dieux immortels, aux entretiens des jeunes vierges, aux tendres sourires, aux innocents artifices, aux doux plaisirs, aux caresses de l'amour et de la volupté. Hésiode, la Théogonie, traduction de Thomas Gesford. Ça, c'est vraiment un mythe grec. Il y a un second mythe de naissance chez les Grecs qui est moins usité, qui est celui qui est véhiculé par l'Iliade. Dans la version de l'Iliade, elle a une maman qui s'appelle Dionée et qui est une titanide. Donc dans tous les cas, elle a des origines un peu supérieures à celles des autres Olympiens.
Elle est un peu à part parce que c'est vraiment une divinité primordiale. Alors c'est toujours une des divinités qui sont parmi les premières divinités du monde grec, c'est-à-dire qu'en réalité elle n'est pas techniquement vraiment une olympienne. Elle est un peu au-dessus de cette génération des dieux, techniquement de la génération au-dessus de Zeus. Ça veut dire que ce sont vraiment les dieux qui préexistent et qui émergent comme ça. Et donc est-ce que ça lui confère cette naissance différente des autres, un statut ou une puissance ou une aura particulière parmi les dieux ou une influence particulière sur sa nature? Eh bien, de cette naissance vraiment spécifique, elle arrive avec un champ d'action qui, même si dans la mythologie qu'on a l'habitude un petit peu d'avoir en tête, elle peut paraître un peu secondaire, en réalité elle arrive avec un champ d'action bien plus important que celui des Olympiens traditionnels. Si on retire Aphrodite du panthéon grec, tout meurt, elle est vraiment fondamentale. Et donc les Romains reprennent cette naissance d'Aphrodite pour Vénus? Oui, ils la reprennent, parce qu'ils récupèrent les mythes grecs. C'est plutôt la naissance marine d'ailleurs qui est appréciée chez les Romains. Néanmoins, ils ont connaissance parfaitement de l'Iliade. En réalité, dans le mythe antique, il n'y a jamais une seule version officielle comme on pourrait l'avoir après avec des religions du livre, puisque les mythes peuvent avoir 2 versions et c'est pas contradictoire. Donc les Romains reprennent majoritairement plutôt l'idée de la naissance marine, qui est de toute façon celle qui s'est imposée aussi un peu chez les Grecs, parce que il y a pas mal d'épiclèses, c'est-à-dire de noms d'Aphrodite qui vont être en lien avec la marine, avec la mer. Ce côté-là va de toute façon finir par dominer même chez les Grecs. Il va y avoir une Aphrodite qui guide les navigateurs par exemple. Donc ça c'est vraiment lié à la question de l'eau qui reste celle qui est dominante. Et probablement qu'il y a quand même un rapport avec le fait que c'est aussi ce qui va être véhiculé par l'image. On insiste beaucoup sur l'élément aquatique dans les images qui vont se transmettre au monde romain. Donc Vénus n'a pas forcément de parents. Est-ce qu'elle a un conjoint connu? Est-ce qu'elle a des amants connus peut-être? Elle a un conjoint connu qui est Vulcain chez les Romains et Héphaïstos chez les Grecs, qui est réellement son époux. Vulcain, le dieu romain du feu et de la forge, fils de Zeus, que sa mère trouva si laid enfant qu'elle le jeta du haut de l'Olympe. Il deviendra un forgeron laid et boiteux, mais bienfaisant. Mais en réalité, elle a surtout un amant connu, qui est Arès, Mars. Mars, fils également de Zeus ou plutôt de Jupiter chez les Romains, dieu de la guerre et de la violence, et dieu majeur car père de Romus et Rémulus, les légendaires fondateurs de Rome. Et le couple Aphrodite-Arès ou Mars-Vénus est pour le coup vraiment le couple un peu célèbre. On oublie un peu qu'elle est mariée par ailleurs avec un autre Olympien, donc c'est vraiment son parèdre. En réalité, c'est Mars-Arès. Même si lui, pour le coup, c'est un dieu qu'on retrouve beaucoup dans les images avec Aphrodite. Donc c'est lui son conjoint en fait. C'est un amant, mais c'est plutôt lui son conjoint. Ensuite, elle a d'autres amants. Hermès, avec lequel elle aura Hermaphrodite, qui est donc la contraction d'Hermès et d'Aphrodite. Et ensuite, elle a des amants mortels. Donc elle a Anchise, qui est très important chez les Romains, puisque c'est avec lui qu'elle va engendrer Énée, qui est donc Énée, la guerre de Troie, et Rome. Et elle a aussi pour amant mortel Adonis. Et donc Vénus et Arès, le dieu de la guerre, est-ce qu'on a des mythes qui parlent d'eux en tant que couple? Eh ben, on a justement ce mythe où ils se font attraper par le mari jaloux qui va tendre un piège et ils vont se retrouver au lit sous une espèce de filet qui a été forgé par Vulcain, donc qui est absolument, on peut rien faire, on peut pas s'en défaire, et ils vont du coup être exposés à la moquerie des autres Olympiens, mais bon finalement le mari est cocu aussi, donc ça se retourne un peu contre tous. Et sinon, en fait, ce qu'on représente et ce qu'on montre notamment chez les Romains, c'est une image de couple enlacé et ce sont des images un peu érotiques. Et donc l'idée qu'une déesse, notamment l'une des déesses les plus puissantes, puisse avoir un amant, voire plusieurs, ne choque pas les Romains dans les mythes ou dans le culte. Pour eux, c'est accepté, c'est normal. Dans le mythe, c'est pas un problème, parce que ça colle aussi parfaitement avec ses attributions finalement. Peut-être pour Héra, qui est l'épouse de Zeus et qui est plutôt une déesse au foyer, ce serait plus gênant. Mais pour Aphrodite-Vénus, c'est moins un problème, puisque de toute façon, elle appelle ça. C'est ce qui définit sa personnalité, c'est de pousser à la reproduction. Donc finalement, qu'elle ait des amants, ça paraît pas illogique. Alors justement, moi j'aimerais bien qu'on évoque un peu les différents attributs ou les différentes facettes de sa personnalité. Donc pour commencer par l'amour, vous expliquiez justement qu'on a une idée fausse, que ce n'est pas une déesse de l'amour, mais de l'accouplement. À quoi ça correspond dans les mythes, d'une part, et puis dans le culte de l'autre. Le mot amour, il est jamais employé dans le monde gréco-romain. Nous, quand on dit déesse de l'amour, en plus on pense à un amour qui est un amour moderne, donc qui n'a vraiment rien à voir avec la façon dont les anciens grecs et romains concevaient ces choses-là. Donc c'est pas un bon qualificatif, c'est la déesse de l'amour. C'est la déesse de ce que en grec on appelle plutôt la mixis, c'est-à-dire que c'est la déesse qui pousse les êtres à se reproduire. Ce qui n'a rien à voir techniquement avec de l'amour d'ailleurs. Mais donc c'est plus une force vitale
Parce que sans cette force qui pousse les êtres à se reproduire, il n'y a effectivement pas de reproduction, et donc on est plutôt sur une déesse vraiment vitale, dans le sens où sans elle, tout s'arrête, puisque les générations vont cesser d'exister, en fait. Dans les mythes, justement, je pense que ce sont ces affaires où elle-même, elle a, entre guillemets, des histoires d'amour, mais qui sont finalement très sexuelles, qu'on va retrouver ça. Pourquoi est-ce qu'on invoque Vénus dans la Rome antique? Qu'est-ce qu'on lui demande en termes de prière? Pourquoi est-ce qu'on lui fait des offrandes? C'est pas une thaumaturge spécifiquement, par exemple, donc elle guérit pas beaucoup. Elle peut intercéder en matière de fertilité ou des choses comme ça aussi. Effectivement, pour le coup, pour la fertilité, avant le christianisme, ça paraît assez logique d'aller sur une déesse qui a ce genre d'attribution. Donc on l'a pris pour la fertilité, donc pas forcément dans une dimension décadente ou immorale de prostitution, plutôt vraiment pour la fertilité au sein du foyer du couple. En fait, c'est même une déesse très morale, c'est juste qu'elle remplit cette case qui est indispensable à la vie. Et puis il n'y a pas encore les interdits sur tout ça qui vont arriver petit à petit avec notamment la diffusion du christianisme. Même si la sexualité romaine est extrêmement normée. Mais c'est pas la déesse des prostituées. Il peut y avoir une version. On retrouve par exemple dans des poèmes le lien avec les courtisanes jusqu'à assez tard. Mais en réalité, la matrone romaine, quand elle veut trouver une déesse de la fertilité, elle peut aller voir Vénus. Est-ce que c'est une différence entre Vénus et Aphrodite? Est-ce que Aphrodite avait un côté justement moins carré par rapport à la sexualité romaine qui serait plus austère peut-être? Est-ce que Aphrodite avait ce côté plus libertin ou pas du tout? Non, parce qu'en plus la sexualité grecque est peut-être encore plus carrée que la sexualité romaine, en tout cas pour le côté féminin, où vraiment on sait que dans le monde grec il y a une vraie séparation entre les femmes et les hommes, qui existe quand même un peu moins dans le monde romain, même si c'est pas aussi libre évidemment qu'une société comme une société moderne. Mais c'est quand même un peu plus libre à Rome qu'en Grèce. Vous avez dit que sans Vénus, il n'y aurait pas le reste du Panthéon. Est-ce que donc ce pouvoir, en tout cas cet attribut sur l'accouplement, lui donne aussi des liens avec la nature, fertilité des hommes, mais aussi fertilité de la nature, des plantes? Oui, et d'ailleurs ça on le voit dans les images, il y a vraiment une notion de fertilité qui est très importante autour de cette déesse. Cependant, il y a des déesses comme Cérès, des déesses qui sont plus spécifiquement liées au renouvellement saisonnier et des plantes. Mais c'est une dimension qui existe chez Vénus. Par exemple, dans l'Antiquité tardive, il y a tout le mythe avec les roses et Adonis, où on est vraiment dans cette idée de... il y a aussi le renouvellement saisonnier qui passe par cette puissance, parce que finalement, les êtres et la nature, c'est la même force qui les incite à la reproduction. Parce que le printemps ouvre alors toute chose, que le froid glacial perd son âpreté, que la terre fécondée s'épanouit, ils soutiennent qu'Avril tire son nom de l'ouverture de la saison, mais la douce Vénus le revendique en y mettant la main. C'est elle la plus digne de régir l'ensemble du monde. C'est elle qui possède un royaume qui ne le cède à celui d'aucun autre dieu. Elle confère leurs lois au ciel, à la terre, aux ondes dont elle est née, et par ses incitations, elle maintient l'ensemble des êtres. C'est elle qui a créé tous les dieux, les énumérer serait trop long. C'est elle qui vivifie les plantes et les arbres. C'est elle qui a engagé les hommes au cœur fruste à s'associer et appris à chacun à s'unir avec sa compagne. Qu'est-ce qui donne naissance à toutes les espèces d'oiseaux, sinon la délectable volupté? Les animaux non plus ne s'appariraient pas, n'était la tendresse de l'amour. Ovide, Les Fastes, volume 4, traduction par Robert Schilling aux éditions Belles Lettres. Est-ce que vous pourriez raconter ce mythe d'Adonis et les roses? Alors, dans l'Antiquité tardive, mais ce sont des mythes plus anciens, donc Aphrodite a ce jeune chasseur Adonis pour amant, et elle a un espèce de pressentiment sur le fait qu'il faut pas qu'il aille à la chasse. Évidemment, le jeune homme ne l'écoute pas, et il va mourir à la chasse, et on raconte que Aphrodite, éplorée de la mort de son amant, se serait piquée sur une épine, et que son sang serait venu colorer la rose, et que si les roses sont colorées, c'est à cause du sang d'Aphrodite qui est venu sur la rose au moment de la mort d'Anonis. Et donc il y a tout un tas d'images et de poèmes, et même de fêtes autour de cette question des roses. Donc c'est une divinité de l'accouplement, de la nature, de la fertilité. On évoquait aussi le fait que c'est aussi une divinité martiale. À l'origine de ça, il y a ce mythe qui la lie à Troie. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter donc cette histoire de fils aîné, puis le lien ensuite avec la création de Rome? Ça remonte à la génération au-dessus. Vénus va rencontrer un jeune berger mortel qui est Anchise, avec qui elle va avoir un fils qui sera aîné, qu'évidemment elle n'élève pas, ou tout ce genre de choses. C'est une mère absolument absente et déplorable. Elle n'est pas très maternelle. Elle fait quelques enfants par-ci par-là, mais c'est pas une figure de maman. Et donc, Anchise vieillit, Aîné grandit, et Aîné, donc, c'est ce personnage qui, au moment de la chute de Troie,
va emporter son père sur son dos et va réussir à s'enfuir de Troie avec quelques autres. Et c'est ce que couvre l'Énéide, donc un texte de propagande écrit sous Auguste pour raconter justement les origines un peu mythiques de Rome. Donc c'est Énée qui va, à travers plein de péripéties, et notamment lui-même ses amours avec la reine Didon de Carthage, va venir découvrir l'endroit où ensuite Rome sera fondée. Et donc Énée, c'est l'ancêtre de Rome. C'est vraiment le fondateur mythologique de Rome, et comme c'est le fils de Vénus, donc c'est en ça qu'elle est l'ancêtre de Rome. D'abord la famille des Julii, puis ensuite à partir d'Adrien qui étend la filiation, tout romain et descendant de Vénus. Et donc Jules César se revendique comme descendant de Vénus ? Oui, la gens, donc sa famille, les Julii, sont des descendants de Vénus. En tout cas, lui est vraiment un des premiers d'ailleurs à mettre une Vénus qui tient un petit héros dans la main et un petit bouclier, donc elle est quand même assez martiale, mais sur un denarius, sur des monnaies, un des premiers, pendant la République. Et là, c'est vraiment une association, histoire de dire littéralement qu'il descend d'une déesse. Donc là, on est dans quand même déjà quelque chose qui est de l'ordre de la propagande, qui sera repris par Auguste, puisque l'Énéide, c'est écrit sous Auguste. L'Énéide, on le sait, c'est un texte de propagande. Le fait qu'elle soit mise en avant dedans et que ce soit spécifiquement cette version qu'on va chercher à imposer, puisqu'ensuite ça va devenir le texte, qui est l'espèce de nouvelle Iliade et Odyssée des Romains, qui a un lien particulier donc avec Vénus, c'est lié aussi au fait que Auguste fait partie de cette famille qui en descend quand même. Qu'est-ce que ça apporte à Jules César, à Auguste, à Adrien de se revendiquer de Vénus ? Descendre d'un dieu, c'est toujours une bonne chose. Une espèce de prestige, c'est comme avoir un saint dans la famille quand on est Louis XIV, quoi. On peut penser qu'ils auraient choisi un dieu masculin. Ce sont des figures d'état martiales, militaires, qui choisissent une femme, en tout cas une déesse, comme patronage suprême. Oui, mais parce que d'abord, c'est pas n'importe laquelle, puisqu'elle a quand même un champ d'action qui est incontournable, et donc c'est probablement plus parlant que s'ils avaient pris un dieu, ou alors il aurait fallu aller vraiment chercher dans des dieux très répandus, j'ai envie de dire, mais en prenant Vénus, ils prennent une déesse qui a justement un champ d'action qui fait que probablement tout le monde comprend. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si on prend quelque chose de trop spécifique, ça marche pas. Et après, c'est aussi un moment où on est encore dans la transmission d'une certaine partie du monde grec dans le monde romain, donc ça peut encore se faire. Parce qu'à la fin de l'Antiquité, les empereurs vont plutôt prendre des héros, et plus des dieux. Par exemple, il y a un des tétrarques qui s'appelle Maximien, qui va être Maximien Hercule. Alors qu'à cette époque-là, on s'attache à Vénus. Ouais. En tout cas, César, il descend de Vénus. Pour lui, c'est clair. Pourquoi, alors que sa puissance s'exerce partout et que de nombreux sanctuaires lui font honneur, la déesse jouit-elle pourtant dans notre cité d'une autorité plus grande ? C'est que Vénus portait les armes pour défendre ta Troie, Romain, quand une javeline la fit gémir en blessant sa tendre main. C'est un juge troyen qui lui accorda la victoire sur 2 déesses. Ah, puisse celle-ci oublier cette défaite. Elle se laissa appeler belle-fille d'Assaracus pour qu'un jour, bien sûr, le grand César puisse se réclamer d'ancêtre Julien. Ovide, Faste, volume 4. Traduction par Robert Schilling aux éditions Belles Lettres. Et là aussi, l'idée c'était d'avoir la victoire. C'est vraiment l'idée du prestige familial et d'avoir une divinité qui effectivement va vous faire gagner des batailles, tout simplement. Aussi, quand on gagne, c'est parce qu'on descend de Vénus. Alors il se trouve qu'il gagne pas mal et que donc ça a bien fonctionné. Donc ils les mettent sur des pièces de monnaie, est-ce qu'ils lui font également construire des temples peut-être ? Oui, sur le forum, César tout de suite il fait faire un temple à Vénus. Auguste aussi il en met un tout de suite. Donc c'est une des divinités qui est tout de suite sur le forum romain, ouais. Et donc ensuite, ça va conférer à Vénus cette dimension de déesse de la cité, mère protectrice de Rome. De Rome. À partir d'Adrien. À partir de 120. Et c'est le moment où là, vraiment, la filiation dépasse le cadre de la famille julio-claudienne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se construit dans l'Empire. Et donc là, elle est vraiment la divinité tutélaire. Et là, donc, Adrien, il fait ce grand temple, qui est des très belles ruines actuelles. Un grand temple à Rome, qui est un temple double de Rome éternelle et Vénus. Parce que ça va ensemble, en fait. Ce qu'avait Aphrodite un peu en plus chez les Grecs, c'est plutôt des dimensions politiques. Qu'elle a finalement, en devenant la mère, à partir vraiment des années 120, en devenant la mère de l'intégralité du monde romain, ça se dilue un peu finalement, puisque ça devient beaucoup plus large. Et donc elle avait vraiment des épiclèses et des attributs politiques un peu spécifiques dans le monde grec. Elle est presque moins universelle en fait dans le monde grec. Ou en tout cas, il faut aller chercher la bonne version de Aphrodite, quelque chose. Voilà. Chez les Romains, on a des versions plus larges, entre guillemets. On va insister sur le fait qu'elle est la mère de tous les Romains, là où à un moment elle avait d'abord été la mère juste de la famille de César.
Ce qui veut dire que les Romains peuvent l'invoquer pour des questions de protection, quand ils sont confrontés à des risques de guerre, d'invasion. Elle va notamment être utilisée pendant la République, principalement par des militaires qui vont demander la victoire. Il y a une Vénus victrice, vraiment une Vénus de la victoire, donc on va avoir ce côté militaire, qui est celui par lequel elle va arriver en fait à Rome, et qui était anecdotique en Grèce pour le coup. Quand on avance dans le temps romain, à un moment on peut lui demander un peu tout, parce qu'elle est l'ancêtre. Et ça peut être ponctuellement les empereurs aussi, qui peut-être eux peuvent avoir un lien particulier. Et ensuite après, on va avoir quelques impératrices qui vont utiliser un peu son image. On va avoir notamment toute une partie au IIe siècle où on va avoir d'abord les empereurs et les impératrices, puis ça passe dans la haute aristocratie, de personnages importants qui se font représenter en Mars et Vénus. Pourquoi est-ce que les impératrices se font représenter en Vénus? Pour des raisons de beauté ou de pouvoir? Non, de pouvoir. Même si, évidemment que dans la sphère féminine, la dimension de beauté, elle n'est pas à mettre de côté complètement. Mais quand on va avoir, par exemple, des impératrices qui, sur des monnaies, vont d'un côté avoir leur portrait et de l'autre choisir Vénus, on comprend bien que ça va être par exemple des Vénus génitrix, donc celles qui engendrent, et souvent c'est histoire de dire que l'impératrice c'est aussi la mère de l'Empire en fait. Donc il y a tous ces parallèles qui vont être tracés. On suppose que quand même ils ont pas pris la plus vilaine, parce qu'il y a toujours un peu cette dimension-là de rendre plus beaux les chefs d'État qui existent encore aujourd'hui un petit peu. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se soient comparés à Vulcain. Je trouve ça intéressant, c'est vrai que j'avais en tête d'aborder d'abord la reproduction puis le pouvoir, et depuis le début on mélange un peu les deux, parce que j'ai aussi l'impression que, mine de rien, elle est la déesse de l'accouplement, mais donc, vous l'avez dit, ce n'est pas une mère, elle ne materne pas, Ah non. C'est plutôt un pouvoir en fait. Oui, c'est ça. C'est que vraiment, la dimension maternante est particulièrement absente. On peut l'appeler probablement pour essayer d'avoir des enfants. On va l'appeler aussi, par exemple, à la fin de l'Antiquité, mais c'est de tout temps, pour des questions de magie amoureuse quand même. Mais là aussi, on n'est pas dans ce que nous on appellerait de l'amour, mais plutôt sur ce que nous on appellerait des enjeux de pouvoir ou de lien, parce que quand on regarde un peu les formulaires de magie amoureuse, il y a la question d'enchaîner l'autre, que ce soit d'ailleurs parfois par la sexualité, mais il y a vraiment s'attacher l'autre ou ces choses comme ça. Donc en fait, même là, on est plutôt sur des enjeux de pouvoir. Et c'est quelque chose qui est vraiment très imbriqué. C'est pas si séparé que ce qu'on aurait tendance à penser, effectivement. Oui, ce qu'on ferait peut-être plus à l'ère moderne. Est-ce qu'elle est quand même une déesse de la beauté? Alors oui, un de ses attributs, c'est quand même d'être très très belle, mais je pense que c'est obligé pour remplir son rôle, qui est de pousser à la sexualité. Et puis ensuite, il y a ce mythe. Le mythe, d'ailleurs, si on remonte les origines de Rome, peut remonter jusqu'au mythe du jugement de Paris, où effectivement, la plus belle, c'est quand même elle. C'est à elle que va la pomme. Donc, même si les deux autres déesses sont probablement physiquement plutôt agréables aussi, celle qui est considérée comme la plus belle de tout l'Olympe, c'est quand même Aphrodite, Vénus. Et je suis même pas sûre que ce soit de la frivolité. C'est probablement un enjeu de pouvoir aussi parmi les déesses que d'être la plus belle. La pomme d'or, elle est d'ailleurs posée par quelqu'un qui est pas du tout frivole dans ce banquet de noces, puisque c'est la discorde qui l'amène. Donc il y a bien une question de, il faut trancher le problème pour ravoir la concorde entre les dieux. Et donc on comprend bien que effectivement entre toutes les armées, la couronne, il a quand même choisi plutôt la beauté et in fine ce que presque là on pourrait appeler l'amour, parce que il choisit Hélène en réalité en choisissant Vénus. Mais Hélène étant censée être un peu un miroir humain de Vénus, dans les images souvent elles ont exactement la même tête. Il y a vraiment l'idée que c'est probablement quand même elle la plus belle des trois. Tu ne peux découvrir une ride sur mon front. Mes yeux sont bleus, brillants et vifs. Ma beauté, comme le printemps, se renouvelle chaque année. Ma chair est douce et fraîche, mon sang ardent. Si tu pressais dans la tienne ma main douce et moite, tu la sentirais disparaître dans cette étreinte, comme si elle était prête à se fondre. William Shakespeare, Vénus et Adonis, traduction de François Guizot, édition Didier. Ce mythe-là, il est très très important aussi, et c'est l'un des mythes sur lesquels elle est le plus mise en avant. Cette histoire de la pomme d'or à la plus belle qui lui échoit, et qui lance les malheurs de Troie, et donc in fine la création de Rome. Donc quand on a ça par exemple sur un sarcophage romain, c'est déjà cette idée qu'à cause de ça, et à cause de sa beauté finalement, on arrive à la création de Rome. En passant également par elle qui engendre Énée, qui va créer Rome. Donc elle est intervenue plusieurs fois. Elle intervient plusieurs fois. Mais là, encore une fois, c'est parce que finalement, ce sont des mythes un peu différents et qu'il n'y a jamais une seule version ou un seul morceau de mythe. C'est toujours plutôt une galaxie, en réalité, le mythe, qu'une route toute droite à laquelle nous, on est plus habitués quand on pense à des choses que nous, on appelle religion et qui est déjà de toute façon un mot qui ne marche pas pour définir ces choses-là dans l'Antiquité. On en a vraiment, nous, modernes, une façon de penser qui est extrêmement différente et qui est peu habitué à la pluralité de ces choses-là.
Et au contraire, dans l'Antiquité, il y a une myriade de petites choses, une myriade de possibilités, une myriade de noms, une myriade de champs d'action. Tout est beaucoup plus complexe. Mais rien n'annule l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 versions différentes de la naissance sans que ça pose de problème en réalité. Suivant ce dont on a besoin, finalement, j'imagine qu'on se sert là où ça marche le mieux. On a un peu évoqué le fait que donc accouplement, fertilité, création, mais donc là on voit aussi que des empereurs l'invoquent. Pourquoi ? Enfin, quel est ce lien entre d'un côté la déesse de la fertilité et de l'accouplement et de l'autre côté la déesse des empereurs et notamment de Jules César ? Est-ce que pour eux ce sont 2 versants ou est-ce que là encore tout se mêle d'une façon dont peut-être aujourd'hui on ne peut pas le concevoir ? C'est plus imbriqué effectivement, mais l'empereur, dans le monde romain, il est le garant de la bonne marche de l'Empire et finalement, comme les empereurs sont eux-mêmes parfois divinisés après leur mort, de toute façon la frontière entre empereur et divinité est un peu différente de celle du commun des mortels, j'ai envie de dire. Et en réalité, l'empereur, il est garant de la bonne marche de l'Empire. Donc l'Empire, il a intérêt à être fertile. Vous savez, dans les images, souvent on a cette idée de... C'est l'abondance, la corne d'abondance, elle est partout, il y a toutes ces décorations florales, c'est pas juste joli, il y a une sémantique qui est celle de dire que il concourt à la bonne marche de l'Empire et donc tout le monde a à manger, et donc en ça, en fait, elle est aussi une bonne déesse. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi important. Qui est un chant, donc qui, si on pense que c'est la déesse de l'amour, ça marche plus. Et donc c'est vraiment en ça que, pour les anciens, c'est pas la même personne que celle qui va revenir un peu à la Renaissance. En fait, c'est plutôt de là que vient le côté déesse de l'amour, fin du Moyen-Âge, Renaissance. Donc à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, on en fait une déesse seulement de l'amour et elle perd ce pouvoir d'accouplement et donc de création. C'est là que vient le côté, on va lui coller une notion de l'amour dessus, et dimension sexuelle, entre guillemets, qui est bien moins puissante que ce qu'elle n'est dans le monde antique non plus. Et donc nous, l'image qu'on en a, en fait, c'est l'image après l'Antiquité, après sa disparition, et on a l'image de la réapparition du Moyen-Âge, en fait. Ouais, donc elle a un peu été réduite à Elle a été très très réduite. À une sorte de sexe symbole nue, belle, ça. Associée au désir, alors qu'en fait c'était vraiment la création et puis pas du tout le côté maternel et pas du tout le côté sexuel, sans but de procréation en tout cas. Oui, voilà. Il y a vraiment cette idée qu'en fait elle est une force, la force qui pousse. Donc elle a un pouvoir presque inégalable. Et ça, elle l'a complètement perdu dans la version moderne. Parce que c'était ce qu'entrait en conflit avec ce qui était devenu le monde chrétien. Oui, alors justement, on va parler un peu de l'Antiquité tardive, qui est votre champ de spécialité. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord nous définir ce qu'est l'Antiquité tardive ? Moi, j'ai un mal fou, j'ai l'impression que c'est la période floue entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais parfois ça superpose peut-être au Moyen-Âge. Ça superpose aux deux, et c'est exactement ça, c'est la période entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais comme il n'y a pas de trait qu'on peut tracer de manière claire, nette et précise entre quand commence une période et quand finit l'autre, c'est la période de transition. On peut lui donner des bornes à l'Antiquité tardive, mais elles sont très imparfaites. Souvent, on prend le IIIe siècle. En particulier, on prend le moment qu'on appelle un peu la crise du IIIe siècle, qui est le moment où il va y avoir une espèce d'anarchie militaire à la tête de Rome. Et ensuite, la reprise en main par la tétrarchie avec Dioclétien, comme début de l'Antiquité tardive. Plutôt dans la seconde moitié, on va dire, du IIIe siècle. Et puis, pour la fin, eh bien, ça dépend où. Typiquement, dans certaines régions, par exemple en Angleterre, la romanisation, elle se termine très tôt parce que c'est la première province qui est abandonnée par Rome, la Britannia. Au milieu du 5e siècle, ils se déromanisent et là, on n'est plus dans l'Antiquité tardive, on est clairement déjà dans le Moyen-Âge. C'est évidemment pas du tout le cas en Italie, où malgré le fait qu'il n'y a plus du tout d'empire depuis 476, on peut tirer l'Antiquité tardive en Italie jusqu'au 6e siècle. Un roi comme Théodoric par exemple, voire même certains rois lombards, vont être encore dans un monde qui est celui de la romanité. Et on peut la tirer encore plus loin en Orient, où il n'y a pas de chute de l'Empire romain avant 1453. C'est-à-dire que ce que nous on appelle les Byzantins, en fait, eux, jusqu'au bout, ils sont appelés romains. C'est justement pour ça que Vénus avait été un personnage qui était intéressant de creuser, parce que comme elle est en réalité un vrai marqueur de romanité, quand elle disparaît, commence à être moins romain. Qu'est-ce qui change pour Vénus dans l'Antiquité tardive ? On évoquait l'introduction du christianisme, peut-être. Qu'est-ce que ça change pour la déesse d'avoir cette nouvelle religion ? Évidemment, l'introduction d'un monothéisme qui, en plus, a quand même un rapport à la sexualité et au corps qui est extrêmement différent de celui des cultes polythéistes et qui va amener tout un tas de questions autour de la chasteté, ce genre de choses qui sont assez impensables, sauf pour Louis Vestale dans le monde romain, donc ça, c'est vraiment très anecdotique. Les mentalités changent quand même assez fortement avec l'introduction du christianisme. En tout cas, chez une certaine partie des adeptes de cette nouvelle religion, en particulier des gens qui vont par exemple être des moines ou des gens qui vont entrer dans les ordres, qui sont pas non plus tout à fait monsieur tout le monde. Pendant longtemps, ça change rien. En particulier chez les élites,
qui pendant très longtemps vont rester attachés à un mode de vie à la romaine. On voit quand même un basculement plutôt à partir du milieu du 5e siècle, où la question de la nudité, qui est l'attribut numéro 1 dans les images, depuis Praxitèle, l'attribut numéro 1 d'Aphrodite Vénus, c'est qu'elle est nue. Il existe des versions de matrone un peu habillée quand même, mais on la reconnaît parce qu'elle n'est pas habillée. Elle n'est pas complètement habillée. C'est plus érotique quand il y a quand même un petit bout de drap ou de quelque chose qui traîne et qu'on va enlever. Il y a vraiment cette notion-là. Et le christianisme introduit un problème avec la nudité. Donc on voit que d'abord, elle va s'effacer de l'espace public. Le premier endroit d'où elle disparaît, ce sont les espaces publics. Et probablement parce que on commence à être choqué par la question de la nudité dans l'espace public. Mais c'est pas le cas dans les thermes. C'est pas le cas dans les thermes privés. C'est pas le cas dans les grandes maisons, dont on constate que, en réalité, tant qu'ils vivent à la romaine, ils peuvent avoir des Vénus chez eux, ça ne pose pas de problème, même à un moment où on est absolument sûr qu'ils sont devenus chrétiens. Mais ce sont pas tout à fait les gens du commun. Et donc, quand même, la disparition, par exemple, de statues de Vénus dans l'espace public signifie qu'à un moment, le christianisme fait que c'est quand même une des divinités qu'il faut écarter, en raison de sa nudité. En raison de sa nudité et pas de sa dimension sexuelle. Ça va ensemble, mais on a quelques histoires assez rigolotes comme ça, où on va avoir une nonne qui se baigne dans des thermes à Carthage, et dans les thermes, on a laissé toutes les statues, parce que quand les divinités... de toute façon, ce qui va changer, c'est qu'à un moment, son culte est interdit. Elle n'est plus une déesse de fait, puisque le christianisme est la religion d'État à la fin du IVe siècle. Une partie des statues qui étaient avant des statues cultes vont être transportées dans les thermes pour devenir du décor. Donc là, il y a déjà quand même une perte de sens assez importante. Mais on voit qu'on va avoir des histoires où voilà, il y a une nonne qui a vu une statue de Vénus et l'évêque qui raconte ça dit que peut-être elle a fait quelque chose pour essayer d'imiter la statue. Et elle a été possédée par le démon qui était dans la statue, puisque évidemment Vénus est un démon. Et donc elle pouvait plus prendre l'Eucharistie, tout ça. Et donc il y a toute une histoire autour de comment ils finissent par expulser le démon et casser la statue au passage. Donc on sent bien que même dans les termes, ça les gêne, eux. Mais voilà, on sait qu'elles sont encore là grâce à ce genre d'histoire. Donc il y avait quand même du pouvoir. De nos temps aussi, quand le clarissime Aspar fut établi comme consulaire de Carthage, quel citoyen de cette patrie ignore ce signe diabolique et monstrueux qui y survint? Une jeune fille, de nation arabe, qui portait le costume d'une servante de Dieu, se lavait au bain, quand elle aperçut la statue d'une Vénus impudique, et, en l'imitant, s'offrit d'elle-même comme un domicile au diable. Aussitôt, ce lion qui rôde en rugissant trouva ce qu'il cherchait. Occupant donc l'ouverture de son gosier, aucune nourriture ni boisson ne pouvant passer, le diable exhiba ce jeune pendant près de 70 jours et autant de nuits, en se servant du récipient qu'il avait pris et possédait. L'évêque Quod vult Deus de Carthage, Liber de Promissionibus Dei, traduction par Gilbert Picard. Il y avait une statue de Vénus à Constantinople aussi, où quand on était adultère, la jupe se levait. On passait devant, c'était une ancienne Vénus qui avait été mise devant un ancien lupanar par Constantin, et elle était là jusqu'au 5e, 6e siècle, et quand une femme était adultère, choup, sa robe se relevait devant la statue, et il se trouve que c'est arrivé à la sœur de l'empereur ou quelque chose comme ça, donc là, la statue a été évacuée. Mais donc il y a quand même quelques petites histoires comme ça où on sent que, bon, il y a un lien avec la sexualité. Sexualité et nudité, c'est ça qui va devenir le problème des évêques, des moines. C'est pour ça qu'elle est écartée de l'espace public. Ce qui était la source un peu de sa puissance et de son association aux empereurs devient la raison de son écartement. Ben c'est ça, mais de toute façon, les empereurs sont tous devenus chrétiens. Donc l'association réellement impériale, elle se termine du côté de Constantin, qui est l'empereur qui va rendre légal le christianisme, mais dont la mère, Hélène, qui est considérée comme une sainte d'ailleurs, parce qu'elle a découvert la vraie croix, à un endroit où il y avait précédemment d'ailleurs un temple de Vénus, sur le Golgotha. Hélène, il y a des portraits où en fait elle reprend un type de Vénus. Donc pendant longtemps quand même, il y a une association entre les femmes et Vénus, qui est liée à cette question aussi de la beauté et de la figure maternelle. Vous évoquiez donc ce texte d'un évêque sur la nonne. Est-ce qu'on a d'autres textes de figures chrétiennes qui évoquent Vénus ou qui la réinterprètent ou qui l'associent défavorablement par rapport à la chrétienté? Souvent, les pères de l'Église, quand ils parlent des anciens dieux, ils font un petit package, les démons. Donc elle n'est pas spécifiquement citée plus qu'une autre
De temps en temps, quand ils élaborent un peu, mais en général, ils élaborent assez peu. C'est-à-dire les mensonges des démons, les démons, et hop, c'est presque fait exprès, j'imagine, pour pas leur donner plus d'importance et de différence que ça. Les idoles mensongères, enfin, on est vraiment dans du générique en général. De temps en temps, quand ils rentrent un peu dans le détail, effectivement, Vénus, c'est la prostituée. Et c'est là qu'il y a vraiment ce basculement de figures féminines nues liées à la sexualité. Là, on est vraiment dans tout ce qu'ils aiment pas, quoi. Donc à la fin, à partir du 4e, mais c'est surtout au 5e siècle, ça devient vraiment une figure chez certains chrétiens qui ne sont pas nécessairement le fidèle de base. Et pas non plus les élites de tradition romaine qui continuent quand même, eux, de se rattacher vaguement à Vénus parce qu'elle est une figure de la romanité dans un moment où en plus ils sont questionnés sur leur identité en tant que Romains parce que le monde se transforme, parce qu'il y a ces questions de religion, mais il faut y ajouter les questions de population d'origine germanique, orientale, stépique, qui débarquent et qui s'installent. Donc ils sont très très questionnés dans leur romanité, et donc elle reste là quand même, parce qu'elle est une image de la romanité, chez la plupart des élites. Eux sont pas des chrétiens fanatiques. Donc l'espace public répond plutôt aux règles des nouveaux chrétiens, et donc là les statues disparaissent peu à peu. Dans l'espace privé, comment se manifeste cette survivance de Vénus quand elle reste un symbole de l'identité romaine ? Eh ben, elle va se trouver par exemple sur de très très grandes et très très belles mosaïques extrêmement complexes qui peuvent faire 70-80 mètres carrés la mosaïque, où elle va être représentée justement, et là on va avoir cette image de tout le cortège marin. Il y a une image qui est le cœur de ma thèse qui ne sort pas de nulle part, qui prélève à plein de petites choses qui préexistaient, mais qui va être recomposée dans l'Antiquité tardive, qui est l'image d'une Vénus marine dans une espèce de grosse coquille, et qui arrive en cortège avec une espèce de triple cortège. On va avoir des tritons, des néréides, et on va avoir tout ce qu'on appelle les poutis, qui sont en fait des espèces de petites figures de petits héros joufflus. Le tout dans une mer très poissonneuse, ce qui incite à montrer la fertilité. Donc ça, c'est vraiment l'image tardive. Et ça peut se mettre par exemple sur le sol de thermes, sur le sol de salle à manger, sur le sol de salle d'audience, parce que les élites tardives vont avoir des grands espaces dans les maisons où ils reçoivent leurs clients. Et donc là, on va trouver de la Vénus. On peut aussi avoir des statues qui peuvent reprendre ce type-là, ou parce que on a un côté où on aime bien dire quand même qu'on est cultivé, on va pouvoir reprendre des types iconographiques, par exemple l'Aphrodite de Cnide, qui est la première Aphrodite nue. Si on l'avait en statue dans un jardin chez un riche romain à la fin de l'Antiquité, ça montrait qu'il était cultivé. Donc l'élite la garde comme identité romaine. Est-ce qu'on a une trace de ce qu'elle reste chez le reste de la population ? C'est plus compliqué à dire parce que déjà il y a moins d'objets. En particulier les terres cuites moulées qui, comme ce sont des productions sérielles, sont souvent extrêmement mal datées. Il y en a, mais c'est plus compliqué à dire. À partir de quelle époque est-ce qu'on a vraiment une disparition de Vénus, aussi bien dans l'espace public que privé ? En Occident, on peut dire qu'à partir du 6e siècle, il n'y en a plus beaucoup, voire plus. C'est vraiment la fin. En Orient, iconoclasme, c'est-à-dire le 8e. Donc c'est vraiment les mêmes frontières, et c'est pour ça que la disparition de Vénus, dans les images, à mon sens, est un marqueur de l'entrée dans le Moyen-Âge. Parce qu'elle était tellement associée à l'identité romaine qu'en fait, quand Vénus disparaît, ça indique que Rome a vraiment disparu de... En tout cas, qu'on a une vraie transition qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'elle devient au Moyen-Âge ? Elle disparaît. Complètement. Alors, complètement oui, mais on en trouve des traces paradoxalement chez la Vierge Marie. C'est-à-dire que, alors c'est pas dans les images, encore que, mais dans les textes, tout le floraire, donc tout ce qui va être les fleurs, un certain nombre d'attributs de Vénus passent à la Vierge. Et ça se fait au 5e, 6e siècle, parce que les poètes qui écrivaient sur Vénus sont devenus chrétiens, et donc vont transformer leur production, mais en conservant leur éducation. Par exemple, il y a un poète qui est vraiment le dernier grand poète de la romanité, qui s'appelle Venance Fortuna, qui deviendra saint Venance Fortuna, évêque de Poitiers et ami de la très célèbre sainte Radegonde, une reine mérovingienne devenue moniale. Lui, au départ, il commence comme poète de cour. Il écrit un épithalame, c'est-à-dire un poème de mariage, pour Sigebert et Brunehaut, qui sont des mérovingiens, où Brunehaut est comme Vénus, elle est très très belle, tout ça. Et puis après, on est vraiment pile à ce moment de transition, au 6e siècle, ça marche plus le Vénus, donc il se christianise plus, et il va finir par écrire sur Sainte Radegonde, mais il écrit de la même manière. Et donc il finit par faire des poèmes à la Vierge. Le gros de sa production, en réalité, ça va être du chrétien. Et là, on voit que les petits oiseaux qu'il y avait autour de Vénus, les petites fleurs qui étaient les fleurs de Vénus, tout ça passe à la Vierge.
Donc par attribut, on veut pas forcément dire la nudité. Non, le seul qui passe pas, c'est bien entendu la nudité. Mais très clairement, la Vierge récupère la coquille, elle récupère les petites colombes, les roses, le lys, tout ça, c'est le floraire de Vénus en réalité. Mais ça se voit pas tout de suite dans les images non plus. Mais après, l'idée que la Vierge Marie, pendant longtemps, va être une très jeune fille, très belle, avec plein de petites fleurs autour, finalement, quand on connaît bien le personnage de Vénus, on se dit que oui, il y a des choses qui sont passées. Paradoxalement chez la Vierge, mais qui devient aussi la figure qu'on va appeler en cas de problème de fertilité. Ce qui est aussi un vrai paradoxe, mais donc elle va récupérer une partie des attributions de Vénus, en fait, sans la nudité. Donc la Vierge récupère ses invocations à la fertilité et certains attributs visuels de Vénus, tout en étant Vierge. Ben oui. Et puis, évidemment, je pense que si on avait dit à un homme du Moyen-Âge que Vénus était dans la Vierge, il l'aurait pas aimé, hein. Mais en réalité, on voit que quand même, il y a des choses qui passent, et qui vont y rester pendant plusieurs siècles, puisque Vénus disparaît complètement. Entre le 6e et le 13e siècle, il n'y a pas de Vénus. En tout cas, en Occident, il n'y en a pas. En Orient, c'est très légèrement différent, mais elle n'est pas beaucoup là non plus. Il y a très très peu de Vénus byzantine. Qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle? Comment est-ce que Vénus réapparaît dans l'imaginaire ou dans la mémoire ou dans la création peut-être? C'est lié au développement du roman de courtoisie. Alors c'est fin 13e, c'est même dans les images c'est 14. Mais c'est lié à l'amour courtois. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va en faire une figure de l'amour. Parce qu'on est en train de recréer cette notion on est en train de créer cette notion d'amour, de courtoisie, de séduction, et donc elle va apparaître ensuite, réapparaître en lien avec ça. Et c'est là qu'on gomme toute une partie de la puissance de la figure pour en faire une espèce de déesse qui effectivement préside aux affaires d'amour. D'abord il y a Eros, qu'on appelle le dieu amour d'ailleurs, hein. Et dans les premières images, il est là, avec son petit arc, et il rend les gens amoureux. On va garder ça. Et après, au XIVe siècle, parfois elle est là aussi. Elle est là par exemple d'un très beau manuscrit de Christine de Pisan, où elle peut présider à la cour d'amour avec des petits cœurs. Donc c'est là par exemple qu'on l'associe avec l'offrande du cœur, qui est quelque chose de très codifié dans l'amour courtois, où l'amant donne, hein. Puis en plus c'est un amour adultère, donc du coup ça en reste une figure qui est pas que positive. Parce que, évidemment, c'est un amour adultère. Donc même si il y a toute cette mythologie de l'amour courtois qui se développe, et c'est encore quelque chose qui est très lié aux élites d'ailleurs, ça reste pas bien. Ça reste de l'adultère quand même. Tristan et Iseux, tous ces gens-là, ils finissent pas toujours très très bien. Donc il y a les dangers de Vénus. Mais on la retrouve en très jolie figure habillée au Moyen-Âge, qui tient un petit cœur et souvent qui a Eros à côté. Pourquoi est-ce qu'on invoque Vénus au moment de fonder l'amour courtois? Je pense parce qu'il y a quand même pas de figure qui a réussi à combler ce vide-là. C'est-à-dire que la Vierge va prendre les questions de fertilité, elle va arriver à recouvrir un certain nombre des fonctions qui étaient dévoyées à Vénus, sur la question de l'adultère, parce que l'amour courtois, il est pas chaste, hein. De la sexualité, on peut pas y mettre la Vierge. On peut pas non plus y mettre une sainte, en fait. Il y a personne. Donc il faut aller rechercher. Et en plus, c'est évidemment quelque chose qui se développe parce que, préalablement, on a quand même redécouvert les textes antiques, Aristote, et que donc il y a toute cette réémergence aussi de l'Antiquité à partir du XIIe, XIIIe au Moyen-Âge. Le côté amoureux, lui, il arrive un peu après la philosophie, mais il en découle. Donc on a redécouvert l'Antique, et on n'a toujours pas de meilleure figure, j'imagine, pour l'amour sexuel et adultère. Elle apparaît donc dans l'amour courtois dans la littérature. Est-ce qu'elle est également représentée dans les arts visuels ou les arts plastiques? Elle est un peu dans les manuscrits, ponctuellement. Il y a quelques beaux manuscrits de Christine de Pisan en particulier. Mais à partir du XIVe siècle, on commence à la trouver de temps en temps dans les manuscrits. Alors elle conserve le type de beauté qui est la beauté idéale qu'elle avait déjà dans l'Antiquité, hein. C'est une jeune fille très jeune, très blonde, avec les cheveux longs, très blanches évidemment, blanche, rose, blonde, mais vêtue comme une coquette. C'est-à-dire que pour le coup, elle va pouvoir avoir un vêtement qui est pas très simple, un vêtement qui est un bon reflet de la mode des élites de la même période, très riche par contre. Tant que c'est le Moyen-Âge, elle est habillée. On n'aime pas la nudité au Moyen-Âge? Non, la seule figure qu'on va avoir nue au Moyen-Âge, c'est Ève. La réapparition de la nudité à la fin du Moyen-Âge est un signe de transition avec ce qu'on appelle la Renaissance. Au Moyen-Âge, on a quand même surtout Adam et Ève qui sont nus. Les premières Èves, d'ailleurs, étaient des Vénus transposées sur les sarcophages. Là aussi, il y a eu un petit fille nue, hop, elles avaient un peu des figures de Cnidienne. Oui, donc Vénus a donné sa nudité à Ève et son côté accouplement au maternel ou fertile à... Il serait plutôt passé du côté de la Vierge ou de certaines saintes aussi, mais en cadrant très très fort quand même.
Et donc c'est intéressant, ça veut dire qu'on entre dans le Moyen-Âge avec la disparition de Vénus et qu'on en sort avec la réapparition de la nudité qui avait disparu pendant le Moyen-Âge. Oui, il y a vraiment un rapport très différent quand même au corps dans le christianisme. Hein. Et après, il y a toute cette redécouverte de l'antique qui fait qu'ensuite, et notamment dans l'histoire de l'art par exemple, on va réavoir ces peintres de la Renaissance qui vont refaire du à l'antique, qui est parfois un peu une excuse pour refaire du nu aussi, hein, on voit bien, qu'on pourra ensuite appliquer d'ailleurs à certaines figures bibliques, hein, pour qu'on puisse mettre une jeune fille nue sur le tableau. Mais voilà, avec l'antique ça marche bien. Et donc elle va réapparaître fortement à la Renaissance. Si on veut peindre une jeune fille belle et nue, on peut faire une Vénus, ça marche bien. Et en plus, elle a pris cette tonalité amoureuse, on va donc autour de cette tonalité amoureuse du coup pouvoir broder. Botticelli, qui évidemment a fait des très très belles Vénus, outre celle de la naissance de Vénus qui est dans sa coquille et qui est peut-être l'image qu'on a toujours en tête quand on pense à Vénus, qui est d'ailleurs très prise sur les images tardo-antiques, si ce n'est probablement que ça se réfère quand même à l'Aphrodite Anadyomène d'Apelle qui était venue à Rome, peinture qui avait été faite dans le monde grec mais qui était sur le forum romain, et dont on a conservé trace dans les poèmes. Donc il y a ça qui préside évidemment à la Vénus de Botticelli. Mais par exemple il fait des Vénus et Mars, un peu alanguis, extrêmement érotiques. Bon, là, on sent que le mythe est quand même un petit peu une excuse aussi. Et puis, c'est dans une atmosphère de raffinement, de courtoisie, qui est réapparue avec la fin du Moyen-Âge. Donc à la Renaissance, on retourne vers une Vénus nue, néanmoins elle a perdu sa puissance universelle et primordiale. Oui, elle a perdu beaucoup de puissance en fait avec le christianisme, elle a perdu presque toute sa puissance, et comme elle réémerge comme une figure plus anecdotique, en faire une déesse de l'amour, ça l'enferme dans quelque chose qui est très réducteur. Sauf peut-être dans ce tableau de la naissance marine, où on sent que Botticelli avait quand même compris les mythes anciens, et qu'il y a une forme de puissance quand même qui émerge de celui-là. Il reste que ça va être très dominé chez des suiveurs par des images qui sont quand même plus anecdotiques et plus des excuses pour mettre des jolies filles nues. Donc elle a sacrément perdu oui. pouvoir. Oui, elle a pas gagné au change, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe après la Renaissance ? Est-ce qu'on a d'autres formes marquantes d'évolution ou de réinterprétation, ou c'est globalement là qu'on en est aujourd'hui dans sa perception ? On est encore globalement là aujourd'hui, si ce n'est que quand même, je dirais qu'au 19e siècle, il va y avoir en plus, mais c'est préexistant aussi, on va retrouver cette association entre femme, beauté, pouvoir, Vénus. Donc on va avoir encore ce qu'on avait déjà chez les reines hellénistiques, chez les impératrices romaines, c'est-à-dire l'assimilation à la divinité, puisque l'image va devenir tellement connue aussi que juste se faire représenter un peu comme ça, on va comprendre que c'est une tonalité vénusienne, ce qui du coup implique qu'on est belle. Ce qui va se passer quand même à l'époque moderne, c'est tout ce lien avec la courtisanerie. Je pense à des tableaux comme par exemple Olympia de Manet, où on va avoir cette figure qui est pour le coup pas une Vénus, mais qui a une position comme ça de jeune fille nue, qui lui vient d'images de Vénus, par exemple de Titien, de la Renaissance, et qui sont réinterprétées par Manet, en y mettant une jeune femme non idéalisée, qui est une modèle. On sait que Victorine Meurent, c'était une modèle, donc c'était pas forcément une femme considérée de très bonne vie. Donc il va y avoir ce côté un peu plus sexuel peut-être qui s'ajoute après sur ces images, mais pour moi un peu plus tard encore. Oui, donc à travers la Renaissance et jusqu'aujourd'hui, elle est un peu l'ancêtre de ces figures de femmes nues allongées sur un divan. C'est ça, et c'est le lien avec la sexualité qui est sous-entendu en réalité, mais qui est pas si positif non plus. En tout cas dans ces images-là, Manet il a fait un très beau tableau, mais il a beaucoup choqué. Parce que justement, le lien avec la sexualité, il était trop clair pour les gens qui ont vu le tableau à l'époque. D'autant plus qu'elle n'était pas idéalisée, comme la liberté de Delacroix qui était sale. On est dans le même esprit. Ça s'ajoute un peu plus tard encore, mais il faut qu'elle soit revenue très largement pour que ça puisse fonctionner. Est-ce qu'on a oublié d'autres grandes étapes de la vie de Vénus ? Il y a évidemment tout ce qui se fait aujourd'hui, le côté un peu pop star que peut avoir la figure. La statue grecque la plus célèbre du Louvre, c'est une Vénus. La Vénus de Milo, mais en fait qui est une Aphrodite, parce que pour le coup c'est un original grec, ce qui est suffisamment rare. Ça fait aussi partie des images qui ont été réinterprétées par la pop culture jusqu'à aujourd'hui même, puisque par exemple il y a des Vénus de Milo avec des bras et des éléments sportifs en ce moment devant l'Assemblée nationale. Donc ça montre bien aussi que c'est quand même, quand on pense antique, nous, on peut avoir une image de Vénus qui arrive assez vite quand même. Voilà, c'est une figure qui a disparu pendant presque 10 siècles et qui finalement est quand même assez incontournable, même encore aujourd'hui dans l'imagerie qu'on a un peu de ce monde antique.
C'est vrai qu'entre la Vénus de Titien, de Botticelli et de Milo, on a pas mal d'évocations assez vite visuelles quand on pense à Vénus aujourd'hui et qui sont beaucoup réinterprétées. C'est vrai que le nombre de fois que la Vénus de Botticelli était réinterprétée même par des photographes modernes, des artistes modernes, mais c'est souvent ces motifs-là, quoi. Oui, on est vraiment sur des types... Mais ceci dit, dans l'Antiquité tardive déjà, il y a très peu de création. C'est-à-dire qu'il y a cette image marine, mais qui est une recréation à partir de choses préexistantes, et sinon, il n'y a que de la réutilisation de types antérieurs. Il y a vraiment toujours eu des images qui étaient très marquantes et qui vont durer pendant des siècles. Je veux terminer par plutôt évoquer votre lien à vous, à Vénus. Est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce que vous avez rencontré cette figure? À quel moment ça est arrivé dans votre vie? En tout cas, qu'est-ce qui vous a marqué chez elle à l'origine? En fait, je cherchais une figure divine qui existe en face du christianisme et dans les textes et dans les images. C'est-à-dire que je voulais travailler sur la survivance des dieux malgré le christianisme. Et donc, il a fallu trouver une figure qui était là suffisamment longtemps. Et en fait, elle s'est un peu imposée toute seule. Du coup, moi j'aime bien dire que c'est plutôt cette figure-là qui m'a trouvée. Et c'était justement d'autant plus intéressant qu'on se serait dit au premier abord que c'était la première à disparaître. Quand on pense christianisme, on se dit que Vénus, elle est tout de suite problématique. Donc c'était d'autant plus intéressant que ce soit celle-là qui reste, en fait. Et de voir que, voilà, il y avait quand même... C'était très long et c'était un processus très complexe pour réussir à éliminer une figure de ce type-là. Qu'ils arrivent à faire quand même à un moment. Mais donc du coup voilà, je me suis pris beaucoup d'amitié pour cette figure, et puis en fait c'est juste qu'elle est vraiment, on se rend pas compte parce que nous, justement, on a cette image très dévoyée d'une figure un peu frivole, un peu anecdotique, un peu féminine, enfin mais avec toutes les guillemets un peu très amoindrie. Moi j'étais très intéressée de découvrir qu'en réalité la puissance c'est elle. Vénus en 3 adjectifs. Puissance, rose, nudité. Sa plus grande qualité. C'est une bonne question parce qu'elle est pas très sympathique en fait. En tant que personnage, elle est pas très sympathique. Non, sa plus grande qualité, c'est sa puissance. Son plus grand défaut? Elle est jalouse. Elle aime pas trop les autres figures féminines. Non, elle est pas si sympathique par contre. Hein. Dans les mythes, on se rend compte. Son drame personnel ou son origin story qui fait qu'elle est devenue qui elle est? Pour la période à laquelle je travaille, c'est quand même cette affaire de Adonis et de la grande souffrance de Vénus éplorée pendant plusieurs jours dans la forêt. Moi, je la vois bien comme ça, hurler sur Adonis. La femme qui est sa plus grande alliée. On y a un peu répondu, il y en a pas forcément. Ouais, non, elle a pas besoin, d'abord, en fait, d'alliés et eux, sinon c'est plutôt Eros. Qui est, ouais, soit son fils, soit son égal. Soit plus ou moins son égal, mais en tout cas qui travaille avec elle. L'homme ou le dieu qu'elle aurait le plus envie de buter. Du coup, elle est quand même du côté des Troyens, dans la guerre de Troie, donc elle s'entend très mal avec tout le côté grec. Elle intervient côté troyen quand même. Là, elle est pas contente, elle les aime pas trop, elle va aller dire à Poséidon, non mais quand même, voilà, elle est pas trop team Athéna. Vénus en 2024, si là elle se balade parmi nous dans la rue, ça serait qui? Ce serait quoi son métier, ses opinions, sa vie, son occupation? Elle serait influenceuse. Je pense quelque chose de cet esprit-là. Ou elle serait femme politique. En tout cas, une femme avec de la puissance, donc politique ou influenceuse. Moi, je dirais quelque chose de cet esprit-là, finalement. Et enfin, la dernière question qui finit chaque podcast. Pourquoi est-ce que c'est encore important de parler de Vénus aujourd'hui? Parce que ça nous permet de comprendre que d'abord, notre notion de l'amour et de la sexualité, elle n'est pas éternelle. Que réellement, d'ailleurs, notre notion de l'amour, elle est extrêmement construite. Et que c'est intéressant de comprendre que les dieux de l'ancien monde ne peuvent pas être si facilement rentrés dans des cases qui sont les nôtres. Ouais, je trouve que c'est vraiment le gros message de cet épisode. Et ben merci beaucoup, merci d'être venu aujourd'hui sur le podcast. Et ben merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.